Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce premier mardi de la FAFA de l'année 2021. Et tout d'abord, merci à Jean-Michel et à Raymond d'avoir organisé cette soirée. Aujourd'hui, nous allons revenir à un sujet qui nous tient à cœur tous les ans depuis 3 ou 4 ans, c'est-à-dire le Fonds pour le développement de la vie associative, qui était un fonds assez limité dans le passé, mais qui a pu récupérer pas mal d'argent au cours des dernières années et qui est devenu très intéressant, notamment pour les petites associations et les petits comités. Donc, nous allons voir ce que Jean-Michel et Raymond vont nous raconter. Une bonne Ok, soirée à toutes et tous. merci beaucoup Barbara. Oui, donc l'objet de notre réunion ce soir est de faire un point sur ce fonds de développement de la vie associative. L'objet, c'est aussi de partager aussi vos expériences. En effet, l'idée n'est pas simplement que de vous parler de ce fonds, mais également de vous permettre un peu de vous exprimer sur ce fond et de partager les expériences que vous avez déjà vécues avec ce fond. Donc, je vais vous partager un, un PowerPoint qui va rappeler les grandes idées de ce fonds de développement de la vie associative. Donc, l'idée, c'est à la fois de vous partager le fait que l'on a bien le lancement du FDVA. Généralement, il intervient dans la deuxième quinzaine de décembre. Souvent, on fait des lettres flash plutôt dans fin janvier, début février. Et souvent, le temps qu'il vous reste pour pouvoir répondre au fonds citoyen franco-allemand, pardon, au fonds de développement de la vie associative est très court. Donc, on a souhaité faire ce premier mardi de la FAFA autour de justement du lancement du fonds de développement de la vie associative. Et comme le rappelait Barbara, c'est un fonds qui existe depuis très longtemps, qui a eu une dotation complémentaire depuis 2018. Et on voulait aussi vous passer la parole pour que vous puissiez partager aussi vos expériences par rapport à ce fonds de développement de la vie associative et donc à la fois échanger avec vous sur les axes, mais surtout avoir un échange entre les participants par rapport à cet axe. Donc, vos animateurs de la soirée seront donc Raymond Becouze, notre trésorier et président de la FAP Aura, et moi-même par rapport à, à ce mardi de la FAFA. Donc, comment on va organiser notre soirée? On aura un petit rappel de la campagne 2021 du FDVA et on reviendra vers vous pour du partage d'expériences sur ce fonds de développement de la vie associative. Alors, la campagne 2021 est lancée. Elle a été lancée mi-décembre. Ensuite, quand on regarde sur le site internet, il a été ensuite réactualisé au courant début janvier. Et donc, ce fonds pour le développement de la vie associative, le FDVA, est un dispositif financier de l'État de soutien au développement de la vie associative avec des priorités de financement. Et comme chaque année, un appel à projet national pour la formation, des bénévoles et des notes d'orientation régionales sont publiées pour lancer la campagne 2021. Donc, c'est un fonds qui vient de la réserve parlementaire. Il existe depuis très longtemps, comme le rappelait Barbara, mais néanmoins, il a été
largement complété en termes de fonds avec le transfert de la réserve parlementaire vers ce fonds. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un fonds plutôt bien doté et qui permet aux associations de pouvoir obtenir des fonds. Alors, je ne vais pas dire facilement, parce que c'est jamais facile d'obtenir de l'argent, mais de façon beaucoup plus, un peu plus simple que d'autres financements. Alors, le fonds, il s'appuie sur deux axes. Lorsqu'on a envoyé la newsletter du Fonds de développement de la vie associative, en fait, on n'a mis qu'un seul lien, on a oublié de mettre le deuxième, et on a mis plutôt le lien concernant la formation des bénévoles. Mais en fait, vous avez deux axes. Un axe qui concerne le soutien aux associations souhaitant développer la formation de leurs bénévoles. Donc ça, c'est un axe que la FAFA a déjà utilisé. La FAP a déposé un dossier et Raymond Becouze pourra vous en parler tout à l'heure dans les témoignages. Mais peut-être que certains d'entre vous l'ont également utilisé et on est en train de s'interroger au niveau de la FAFA pour que chaque union régionale puisse éventuellement déposer une demande de subvention et permettre ainsi de planifier et d'organiser des formations cofinancées par le Fonds de développement de la vie associative. Le deuxième axe, c'est un soutien au fonctionnement et aux projets innovants des associations. Donc ça, c'est le deuxième axe que vous avez, qui permet, entre autres, soit de participer aux frais de fonctionnement, soit si vous avez un projet innovant, on en parlera tout à l'heure, il y a quand même des contraintes par rapport à ce fonds de développement de la vie associative, c'est qu'il y a des notes qui expliquent les dépenses éligibles et qu'elles sont souvent liées au département ou quelquefois à la région. Donc, un petit rappel lorsque vous souhaitez monter un financement. Et ce rappel, évidemment, est un rappel global. Il est quand même préférable d'avoir un projet élaboré avant de déposer une demande de subvention. Euh, Même si le formulaire de demande du Fonds de développement de la vie associative n'est pas complexe. On connaît des demandes de subvention beaucoup plus complexes. Il n'empêche que il est toujours préférable d'avoir un projet avant de le déposer, d'avoir défini les grandes lignes budgétaires du projet. Pour cela, il est impératif de lire les notes d'orientation nationales, régionales ou départementales en fonction des fonds visés. Si vous décidez d'aller dans l'axe du fonds sur le fonctionnement, que vous êtes dans le département du Nord, il faudra lire la note du FDVA du département du Nord parce qu'ils vont donner un certain nombre de règles à respecter, des publics prioritaires, certains types de projets qui doivent être soutenus. Malheureusement, la note qui est valable pour le département du Nord n'est peut-être pas valable pour le département de la Charente, n'est peut-être pas valable pour le département de la Loire ou même pour un département d'Île-de-France. Donc, lorsque l'on dépose une demande de subvention par rapport à un axe départemental, il est clairement impératif de lire la note qui s'y réfère. C'est vraiment hyper important. Alors, le deuxième petit rappel, je vous rappelle une démarche générique qu'on a eu l'occasion déjà de partager de nombreuses fois lorsque vous êtes amené à monter un projet de financement. Je vous invite à identifier votre projet et à réaliser une fiche projet d'une ou deux pages. Ça vous permettra d'écrire en peu de mots les objectifs de votre projet, ce que vous visez,
pourquoi vous voulez le faire. Et avant de faire ça, vraiment relisez l'appel à projet, stabiloter, souligner les mots qui vous semblent des éléments clés et ensuite rédiger ce 2 pages. Le 2 pages va vous être un élément facilitateur. Vous n'écrivez pas une note comme on pourrait ou comme je pourrais l'écrire dans ma structure où j'attends la validation de mes patrons. C'est plutôt pour vous. Ça vous permettra de définir votre projet, éventuellement de pouvoir le partager avec votre bureau ou d'autres bénévoles de votre association et donc l'enrichir, l'améliorer et lui donner beaucoup, beaucoup de visibilité. Ensuite, une chose que je vous invite à faire dès le démarrage, commencez à recueillir l'ensemble des pièces administratives et si vous aviez des partenaires, l'accord de vos partenaires. Par expérience, souvent les gens font le dossier et puis parce qu'on est tous humains, on dépose le dossier un peu au dernier moment. Et c'est là où on se rend compte qu'il nous manque un papier de la préfecture, il nous manque un numéro, il nous manque le dernier PV de l'AG, il nous demande. Alors, si aujourd'hui vous êtes en train de récupérer ces pièces et qu'il vous manque un document, vu que la première date c'est le 1er octobre et c'est l'Occitanie, euh, entre aujourd'hui et le 1er octobre, même si vous étiez en Occitanie, vous avez des chances de pouvoir obtenir le document. Alors, dans les pièces, par exemple, et Barbara l'avait rappelé l'année dernière, et depuis, en recreusant un petit peu dans des documents administratifs, euh, la fameuse adresse sur le RIB. Alors, en effet, on a toujours tendance, tous, hein, il n'y a pas beaucoup d'exceptions, à mettre quelquefois l'adresse du trésorier, l'association Tartampion chez Monsieur Truc et son adresse. Légalement, sur votre carnet de chèques, vous ne devriez avoir que l'adresse du siège social. Après, si vous avez besoin d'une adresse de correspondance, vous devriez indiquer à la banque que les relevés doivent être transmis chez le trésorier. Mais l'adresse qui devrait apparaître sur le chèque, c'est l'adresse, et sur votre RIB, de fait, c'est vraiment l'adresse de votre association et de son siège social. Et si vous avez besoin que les pièces soient transmises chez vos trésoriers, ça s'appelle une adresse de correspondance. La logique veut que dans le contrôle, au moment du contrôle, ils vont vérifier, les gens du fonds citoyen, du fonds de développement de la vie associative, ils vont vérifier que votre adresse du RIB, que votre adresse sur votre déclaration INSEE, que votre adresse au niveau de la déclaration à la préfecture, toutes ces adresses sont identiques. Donc, il est vraiment impératif d'avoir la même adresse. Alors, le cas qu'on connaît tous, c'est qu'à un moment, vous avez changé de siège social. Vous étiez chez un président ou une présidente. Celle-ci a décidé de passer la main. Vous avez transféré le siège chez un ou une autre présidente. Et vous avez commencé à faire la première déclaration à la préfecture, ce que généralement, c'est le genre de choses que l'on fait. Hein, dans beaucoup de statuts, la seule décision du CA est suffisante. Ça dépend de chacun des statuts. Ou si vous l'avez fait voter en Assemblée générale, vous avez, au moment de la déclaration, indiqué que vous aviez changé d'adresse. Vous n'avez pas toujours pensé à la changer à la banque, mais souvent, c'est une opération que vous faites. Mais très, très souvent, vous n'avez pas rechangé votre numéro INSEE. Je vous rappelle quand même un élément important et fondamental. Lorsque vous voulez faire une demande de subvention auprès de n'importe quel organisme, il est nécessaire et impératif que vous ayez un numéro INSEE, un numéro de SIRET. Vous devez avoir un numéro de SIRET pour pouvoir déposer une demande de subvention.
Alors, par expérience, je sais que dans certaines villes, même quand on fait des demandes auprès de sa mairie, certaines municipalités ne vous demandent pas de numéro de SIRET. Donc, peut-être que votre association n'a pas de numéro de SIRET. Si c'est le cas, vous pouvez le demander. Généralement, pour l'avoir fait l'année dernière, il faut 3 jours pour avoir le numéro SIRET. C'est assez rapide, plutôt 3 jours ouvrés, hein. Si vous faites le dossier le samedi matin, vous n'aurez pas le numéro SIRET obligatoirement le lundi. Mais ça se fait assez rapidement. Donc vraiment, dans un premier temps, vous avez fait votre projet, vous êtes certain ou certaine de déposer votre projet sur tel fonds, tel appel à projet, vérifier toutes les pièces administratives nécessaires. Si vous n'êtes pas le président ou la présidente et que vous ne pouvez pas engager l'association, pensez aux délégations de signature. Je vous rappelle que dans une association, seul le président ou la présidente peuvent engager la structure. Donc, normalement, vous pouvez faire une délégation de signature. Vous rédigez ensuite votre demande de subvention, vous répondez aux différentes cases, Raymond pourra en parler tout à l'heure, et ensuite vous déposez votre demande de subvention, évidemment avec un budget équilibré. Alors je vois Anche, mais en fait on est comme pour le fonds de développement de la vie, le fonds citoyen franco-allemand, le budget doit être équilibré. Pour la demande de subvention, il doit être également équilibré. Si vous le souhaitez, les responsables de la FAFA et puis un certain nombre de personnes qui nous accompagnent pourront relire votre demande de subvention. On peut vous partager un peu et notre expérience et le fait qu'on a déjà monté des dossiers de ce type. Euh, mais vous êtes ensuite libre de tenir compte ou pas de nos préconisations. Euh, le dernier point qui est vraiment important, n'attendez jamais le dernier moment pour déposer votre demande de subvention. Si la deadline, c'est le lundi à midi, ne commencez pas à dire j'envoie mon dossier à 11h30. Alors ça peut passer, hein, ça peut marcher, il n'y a, pas, y a pas de souci. Euh, Moi, j'ai plutôt tendance à préconiser on dépose le dossier généralement 24 heures avant. Parce que si vous avez un problème ou un problème technique, au moins vous pourrez réessayer. Si au moment de l'envoi, il vous manque un papier, le système vous dira qu'il manque un papier, vous avez des chances de pouvoir vous retourner. Si vous le faites à 11h30 pour midi, si vous manque un papier, à moins de l'avoir juste à côté de vous, il est très probable que vous ne pourrez pas le déposer dans les délais. Et je vous rappelle que ce genre d'appel à projet, ils sont généralement horodatés et que donc la logique veut que si la date limite c'était midi à midi une, c'est trop tard. Vous n'êtes plus éligible. La deuxième chose, je vous rappelle également un autre élément, c'est que quand on parle de date d'enregistrement, c'est au moment où l'ensemble des pièces ont été téléchargées sur la plateforme et eurodatées. Donc, si vous envoyez des pièces qui étaient conséquentes et qui mettent très longtemps à charger, si le fin de chargement c'est midi une, c'est midi une qui sera retenu. Et ce n'est pas le moment où vous allez lancer le chargement. Et puis la dernière chose, c'est qu'en ce moment, vous avez peut-être pu remarquer qu'il y a une sorte de couvre-feu, confinement. Beaucoup de gens font quand même du télétravail et la qualité des réseaux Internet en journée est moins fluide qu'il l'était il y a encore quelques temps. C'est-à-dire qu'on est nombreux sur les réseaux et on est nombreux à faire de la visio également. Et donc, quelquefois, eh bien, le transfert est un petit peu plus lent. Donc, vraiment, prenez l'habitude d'être dans cette démarche générique, à la fois de bien préparer le projet, de bien recueillir l'ensemble des pièces. Dans les pièces attendues, on a souvent le PV d'AGO de la dernière année. C'est le genre de choses qu'on a
quelquefois très facilement accessibles, d'autres moments moins accessibles. Cette année, encore plus que les autres années, parce que pour beaucoup d'entre vous, on a fait des AG en visio, on rencontre quand même moins facilement nos secrétaires généraux, nos trésoriers, et que, eh bien, il y a des documents qu'on avait assez facilement hier qu'on n'a pas obligatoirement encore complètement sous le coude. Et donc, il est impératif que vous récupériez tous ces documents. Juste avant qu'on parle des deux fonds, est-ce que à ce niveau de ce mardi de la FAFA, y a-t-il des questions? Donc vous pouvez, je pense, rouvrir vos micros. Autrement, je vous invite à lever la main si vous ne pouvez pas le rouvrir, qu'on puisse vous autoriser à ouvrir le micro. Y a-t-il des questions? Oui, Ou, par vas-y, rapport Audrey. au compte rendu des AG, j'ai constaté que c'est très souvent, effectivement, c'est une pièce qui est demandée. Or, dans un compte rendu d'AG, il y a beaucoup de choses et pas seulement les éléments qui sont vraiment demandés, à savoir la composition du CA, du bureau, etc. Qu'est-ce qui est préférable d'envoyer? Soit tu renvoies ton contre danger, soit tu fais s'il demande la composition du CA, ce que l'on fait maintenant de plus en plus, par exemple quand on fait les déclarations d'AG moi quand je le fais par exemple pour le jumelage, j'envoie pas obligatoirement à la préfecture le PV d'AG. J'envoie à la préfecture les éléments attendus. Les éléments attendus, c'est la composition du CA quand il y a changement. Il n'est pas prévu dans les documents l'envoi du PV d'AG. Donc, tu peux déposer le PV d'AG si tu le souhaites. Tu peux répondre uniquement aux attentes en faisant un extrait du PV d'AG. À l'URAFA, on fait pareil, on fait un extrait, on l'appelle extrait de délibération de la réunion tel jour, telle heure. En fait, ils veulent s'assurer qu'il y a une gouvernance qui est assurée. Donc, le fait d'avoir programmé une assemblée générale morte montre que tu as une vie euh, démocratique dans ton association. Le fait d'avoir déposé ton PV d'AG auprès de la préfecture montre que tu as aussi que tu transmets bien les informations à la préfecture. Mais moi, je fais toujours des PV d'AG très courts. C'est-à-dire que je mets plutôt les résolutions qui sont passées, le résultat des résolutions. Je rentre jamais dans le détail dans mes PV d'AG. Mais autrement, en effet, comme le rappelait Barbara, une, un extrait de PV d'AG, à partir du moment où tu as les éléments attendus dans le questionnement, est suffisant, Ulrich. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que parmi d'entre vous, y a-t-il des gens qui ont déjà déposé du FDVA les dernières années? Dans les Hauts-de-France, il y en a 3 qui ont déposé 4 demandes sur plusieurs années et tout le monde a eu ce qu'il a demandé. Mais je n'ai pas tous les détails de ces opérations. Mais ça a fonctionné, ils étaient très contents. C'est un fonds qu'il est important d'utiliser. La difficulté, c'est que l'appel à projet sort toujours vers mi-décembre et que lorsqu'on est dans un jumelage, dans une année normale, on a soit des marchés de Noël, soit des repas de fin d'année, et que ensuite on prépare souvent l'appel, enfin la demande de subvention de sa mairie dans la foulée, on clôture les comptes et que le fonds, le fonds de développement de la vie associative arrive très très vite. Et on va le voir, en fonction des départements, ça arrive encore plus vite. Alors, on va faire un peu un focus. Aujourd'hui, vous avez deux fonds dans le FDVA. Un FDVA qui finance le soutien aux associations souhaitant former leurs bénévoles.
Alors, vous avez un appel. Oui, Oui, Allez, vas-y. allô, allô. Oui, Oui. Gisèle. Nous voulons savoir si nous avons fait une demande au Fonds citoyen franco-allemand. Est-ce que c'est différent ou est-ce que c'est Ah, le même financement? ah non, c'est c'est un totalement autre différent. fonds. C'est un autre fonds. D'accord. Non, non, c'est le Donc, Fonds citoyen franco-allemand est un fonds d'origine des deux ministères des Affaires étrangères français et allemands. Anche, qui est parmi nous, pourrait en parler beaucoup mieux que moi, mais c'est un fonds indépendant. Là, vous êtes sur des d'accord. fonds plutôt nationaux. D'accord. Et qui peuvent venir en complément d'un projet que nous réalisons avec le Fonds citoyen franco-allemand. A priori, il n'y a pas de, c'est pas impossible. C'est tout à fait D'accord. Il y a- possible, je pense, à condition que le projet soit ouvert sur votre commune et la région de votre commune, parce que les moyens du Fonds pour le développement de la vie associative doivent servir le plus grand nombre. Oui, mais si vous pouvez tout à fait faire deux choses, soit avoir un projet qui va financer à peu près la même chose, ou le fonds, le FDVA, qui vient compléter une partie du financement du fonds de développement de la vie, une partie du fonds, pardon, du fonds citoyen franco-allemand. Voilà, souvent, c'est parce qu'il y a quand même des contraintes. Le FDVA, il a quand même une note qui définit par département les attentes. Et vraiment, moi j'en ai regardé pas mal, il est impossible de vous donner une règle. Parce que j'ai voulu faire ça l'année dernière en région Île-de-France, que je suis en région Île-de-France. La note d'orientation de la Seine-Saint-Denis ne ressemble à aucun moment à la note d'orientation des Yvelines, et encore moins à celle de Paris. Donc chaque département avait ses priorités. Donc il faut vraiment, quand on dépose un fonds de développement de la vie associative, de bien relire l'ensemble des informations attendues en fonction du fonds qu'on veut le déposer. Si vous êtes dans quel département, Gisèle? La Drôme. Voilà, donc il faudra que vous regardiez la note d'orientation de la Drôme avant de commencer à répondre. Et, Gisèle, vous pouvez vous rapprocher soit de Anche, soit de moi-même. Puisque c'est l'Union régionale AFAPORA, on pourra vous aider s'il y a besoin. D'accord, très bien. On se rapprochera de vous pour notre projet Bien sûr. Du mois de mai, qui est en fait les 30 ans du jumelage. Oui, ça c'est tout à fait dans le cadre du fonds citoyen franco-allemand. Voilà, parce que par rapport au FDVA, si vous êtes en Auvergne-Rhône-Alpes, la date c'est 8 février. Hein. Mm. Vous n'avez pas beaucoup de chance qu'en fait vous êtes dans les premiers attendus là, pour cette programmation. Alors, sur le fond de la formation des bénévoles, on a finalement trois axes. Un axe national, c'est-à-dire plutôt pour des fédérations ou pour des actions interrégionales. Et donc la date de dépôt, c'est le 3 mars. Donc peut-être que la FAFA pourrait déposer un axe national si on décide de faire une demande de subvention pour la formation dans nos différentes unions régionales. On pourrait tout à fait l'imaginer. Et ensuite, vous avez des subventions régionales et des subventions départementales. Dans le cadre de ce FDVA formation, en fait, les dates du régional et du départemental sont les mêmes. C'est-à-dire que je vous ai mis les mêmes dates. Pour la région Aura, les dossiers sont attendus pour le 8 février. Pour la région Corse,
1er février, Nouvelle-Aquitaine, 1er février, l'Occitanie, ça sera le 31 janvier, pour la Guyane française, le 25 février, et pour les autres régions, les dates ne sont pas encore affichées sur le site du FDVA. Donc, soit quand vous allez sur le site du FDVA, vous avez la date, et donc ensuite, je vous invite à cliquer sur différents éléments, soit vous ne l'avez pas encore, et je vais vous montrer après comment est-ce que vous pouvez le retrouver. Donc, en fait, je vais me connecter ici, je fais FDVA, tout simplement, FDVA 2021, je vais enlever Île-de-France parce que ça n'a pas de sens. Donc vous allez dans Google, vous tapez FDVA 2021, puis ensuite vous cliquez en effet sur le lien. Et donc là, vous retrouvez la page qui explique les différents éléments par rapport à ce fonds et les dates à quel moment il est nécessaire de déposer le dossier. Donc le PowerPoint, je l'ai fini hier soir, et par rapport à hier soir, il n'y a pas eu d'autres changements, il n'y a pas de nouvelles dates qui sont venues se greffer. Lorsque vous êtes dans une région, et on va regarder dans le cas, par exemple, de chez vous, Gisèle, dans la Drôme, on va vous cliquer sur Auvergne-Rhône-Alpes, ça vous redirige vers le site du FDVA régional, et ensuite vous allez alors, il faut avoir son compte asso, donc là vous retrouvez les différentes notes d'orientation. Donc là je vais cliquer et je vais pouvoir retrouver la note d'orientation qui, quand il voudra, voilà. Donc là, vous avez la note d'orientation pour le FDVA. Je vais vous la mettre en plus gros. Voilà. Donc ça, c'est la note d'orientation. Avant de répondre à n'importe quel appel à projet, la première chose sur laquelle il est nécessaire de faire, c'est de relire cette note d'orientation qui rappelle les critères d'éligibilité. Il faut que votre association ait son siège social dans un des 12 départements de la région. 12 départements parce qu'on est sur Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut être régulièrement déclaré, donc à jour de leur déclaration au répertoire national des associations. Donc, entre autres, les PV d'AG qui sont transmis, ou surtout les changements de bureau transmis à la préfecture. Alors, soit vous faites des transmissions papier, soit vous les faites directement avec les e-formes et en numérique, et vous pouvez joindre comme ça le PV, comme quoi la préfecture a bien enregistré vos changements. Il faut avoir évidemment au minimum 1 an d'existence. Je suppose que les associations présentes ce soir sont peu concernées par cette règle. Il faut respecter la liberté de conscience et pas ne proposer d'actions à visée communautariste ou sectaire. Bon, ça, c'est un peu logique. Et puis maintenant, les 3 critères considérant l'objet d'intérêt général. Donc, généralement, nous sommes des associations culturelles. Pour beaucoup d'entre nous, ça fait partie des associations de l'objet d'intérêt général. Il faut avoir une gouvernance démocratique, donc réunion régulière des instances, tenue d'au moins une assemblée générale dans l'année.
et puis avoir une transparence financière. La transparence financière, c'est l'approbation des comptes en assemblée générale. Vous avez présenté les comptes à l'assemblée générale, ils ont été validés par l'assemblée générale, vous avez été transparent. Voilà, et puis ensuite, les priorités sera de nos associations non employeuses ou faiblement employeuses. Beaucoup de nos jumelages de nos associations n'ont pas de salariés, généralement, donc on est peu concerné. Dans le cadre de la formation, parce que ce critère sera différent pour l'autre fonds, il ne faut pas être une association sportive, mais là aussi, vous êtes généralement plutôt des associations culturelles dans le franco-allemand. Voilà, il faut que ça soit ouvert à tous. On n'est pas une association cultuelle, évidemment, et nous ne sommes généralement pas des associations para-administratives, c'est-à-dire qu'on est tellement subventionné par notre mairie que finalement, on pourrait être assimilé à notre mairie. Donc ensuite, il vous explique les actions de formation dites éligibles. Si on prend le cas de cet appel à projet, on peut faire des formations qui sont tournées vers l'association, et puis on peut faire aussi toute forme de formation transversale. Alors on évoquait tout à l'heure avec des bénévoles qui nous accompagnent à la FAFA le RGPD, le Règlement général pour la protection des données. On pourrait tout à fait faire une formation et sensibilisation au président de jumelage et à ses équipes pour tout ce qui est RGPD, mais ça peut être aussi tout ce qui est gestion des RH, tout ce qui est évidemment informatique. On a fait beaucoup de formations sur le numérique ces dernières années et on pourrait considérer que ces formations et ces échanges des mardis de la FAFA pourraient être quelquefois assimilés à de la formation, même si c'est une formation sous forme de présentation, mais puisqu'on est aussi dans le dialogue, j'espère qu'on vous apporte également des informations. Ça peut être mutualisé au niveau d'un territoire ou d'un réseau associatif. Voilà. Et puis, lorsqu'on fait une demande sur la formation, les gens qui traitent le dossier regardent des critères qu'on retrouve généralement dans le monde de la formation. Est-ce que c'est une formation initiale, c'est-à-dire plutôt initiation, ou c'est du perfectionnement? Quels sont les objectifs de la formation? Quel est le plan de la formation détaillée? Souvent dans nos associations, on a des enseignants qui nous accompagnent et eux sont à même de maîtriser totalement ce genre de vocabulaire. Ou si vous avez des gens qui font de la formation pour adultes ou des formateurs professionnels, idem, hein, c'est un vocabulaire assez classique. Le public auquel s'adresse la formation, là aussi, il faut vraiment s'assurer qu'on est bien avec le public éligible et puis comment va se passer la formation. Alors, la nouveauté de cette année, c'est que jusqu'à maintenant, c'était des formations 100% présentielles et que dans la nouveauté de cette année, ils ont rajouté et en visioconférence, c'est-à-dire en distanciel, mais ce qui est très drôle, c'est qu'ils n'ont fait que rajouter cette phrase, ces deux mots, et ils n'ont rien changé dans le règlement du règlement. Donc, on a peu d'informations complémentaires sur comment on peut l'organiser en visioconférence. Donc, vous pourriez aussi faire ce qu'a déjà fait la FAFA, entre autres en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est-à-dire des formations en hybridation, à savoir une partie de la formation physiquement dans une salle, retransmise simultanément via une visioconférence pour d'autres utilisateurs. Oui, pour Gisèle, c'était à Marsanne. Et c'était à Marsanne. Belle région. Et il faisait froid. Et le site et Internet marchait pas très bien. Voilà. Je venais de Paris, moi, j'ai dit super, j'ai cherché la chaleur. J'ai cherché le froid finalement. Mais c'était fort sympathique.
j'espère que j'aurai l'occasion de retourner dans cette belle région. Donc voilà, donc vous avez tout ce qui est éligible et tous les critères de non-éligibilité. Si vous faites des formations, je vous rappelle que vous n'avez pas le droit sur les appels d'offres régionales et donc départementales de demander des frais de participation aux stagiaires. Alors, c'est très clair, c'est pour la formation. Évidemment, s'il y a un repas, les frais de restauration ne sont pas inclus, c'est-à-dire que généralement, ce n'est pas obligatoire que les gens mangent, donc ce n'est pas inclus. Et s'il y a des frais de déplacement pour se déplacer, c'est à la charge des stagiaires. Mais vous ne pouvez pas, si vous organisez une formation pour vos bénévoles, dire ça va vous coûter 100 € pour assister à la formation. Si vous êtes sur le volet national, c'est ça qui est très drôle, en fait, vous pouvez demander 10 € par formation. Voilà, j'adore, c'est on dit vous pouvez demander une participation moindre au maximum de 10 €. Donc, si vous faites de la gestion, rien que la gestion de demander 10 €, ça vous coûte plus d'argent que de demander les 10 €. Mais voilà. Vous ne pouvez pas avoir de formations qui vont amener à délivrer un diplôme. En effet, on est dans la formation de bénévoles et ce n'est pas diplômant. Voilà, ça peut être un perfectionnement. Vous ne pourriez pas faire financer vos conseils d'administration ou assemblée générale. Je pense que si ça a été précisé, c'est qu'il y a certainement des gens qui, au début, faisaient une petite formation et en profitaient derrière pour faire une assemblée générale. Non, ce n'est pas éligible. Et puis, vous ne pouvez pas non plus faire, si vous faites une simple réunion d'information de vos bénévoles, vous ne pouvez pas non plus le financer. Néanmoins, si vous faisiez une réunion de formation du type les outils informatiques utilisés dans notre association, là, vous pourriez en effet le cofinancer. Bon, ensuite, je vous laisserai le regarder parce qu'en fonction des lignes, c'est pas toujours pareil. La formation s'adresse à 8 stagiaires minimum, mais il est dit plus loin que si c'est une formation informatique d'un certain niveau, ça peut être moins. Mais par contre, c'est au maximum 25 stagiaires. 25 stagiaires, c'est beaucoup déjà. Quand on fait de la formation, c'est beaucoup. Mais voilà. Donc, et puis là, vous avez les priorités des différents acteurs. La durée, c'est plutôt 6 heures par jour, ce qui est quand même bien. Et c'est au maximum 5 jours. Et les formations ont lieu obligatoirement dans l'année civile, entre le 1er janvier de l'année civile et le 31 décembre. Je vous rappelle que vous avez le droit de faire des formations ici en janvier et ensuite de le déposer, de le mettre dans votre demande de subvention du fonds de développement de la vie associative parce que vous êtes dans la période d'éligibilité. Bon, vous le déposerez, vous le ferez en janvier, vous déposerez le dossier dans la région Auvergne-Rhône-Alpes le 8 février et vous aurez la réponse en juillet. Donc, dérogation a été donnée sur l'année 2020 pour déborder sur 2021. Oui, c'est marqué aussi en effet en tête de document. Voilà, donc je vous invite à lire les documents et puis ensuite, quand vous déposerez le dossier, donc ça sera mon compte asso, ils vous demanderont de saisir un code pour récupérer le bon appel à projet et que ça arrive au bon endroit. Si vous avez une note d'orientation, je vous invite à la relire. Pour la Drôme, c'est le code 538 qui vous permettra de le déposer au bon endroit. Là, vous pouvez en effet recliquer. Donc, ça marche un peu en cascade. Voilà. Donc là, on a le fond. Vous pouvez. Dans le cas présent, pour Boucher, ça serait plutôt au fond de fonctionnement.
Oui, Ce serait oui, pas de la formation, hein. voilà. Alors, ça, c'était pour vous montrer un peu comment vous trouviez le fonds de développement. Si vous n'êtes pas sur celui de la formation, vous pouvez, voilà, ça c'est le fonds national, donc vous êtes assez peu concerné. En fait, vous allez remettre FDVA 2021 et on a le deuxième qui est en effet le fonctionnement. Voilà. Donc, vous pouvez très facilement retrouver les textes, euh, les, euh, les relire. Voilà, c'est le deuxième appel à projet. Là, vous avez les différentes régions et si on prend la Drôme, puisque vous êtes dans la Drôme, en fait, on va retrouver la note d'orientation qui est attendue pour ce département de la Drôme. Voilà, elle est ici. Je reclique sur le bon lien. Et ici, on retrouve le détail des attendus. Et entre autres, vous avez la note d'orientation départementale de la Drôme 2021 sur l'appel à projet du fonctionnement. Voilà. Et donc, lorsque je vais ici, voilà. Donc ça, pour vous, pour répondre à cet appel à projet, il est impératif que vous lisiez la note d'orientation de la Drôme. Si demain, vous nous passez votre dossier pour qu'on le relise, euh, la première chose que l'on fera, que ce soit Raymond, que ce soit moi ou que ce soit d'autres de personnes de l'équipe, la première chose que moi je ferai, et Raymond pareil, c'est qu'on relira d'abord la note d'orientation. Et ensuite, on lira votre dossier. Et on s'assurera que votre dossier est bien dans les stratégies attendues dans votre département. Donc là, vous avez toutes les conditions, vous avez des informations concernant le monde associatif. Hein. Ils disent qu'il y a entre 11 500 et 12 500 associations dans la Drôme qui sont animées par entre 112 000 et 122 000 bénévoles. Un peu les types d'associations. Ils rappellent les gens, enfin les associations qui sont éligibles. Il y a beaucoup de choses qui sont reprises de la note régionale. Hein. Et normalement, à la fin, on a les attendus pour le département de la Drôme. Donc, les modalités financières, hein, c'est le total des aides publiques, y compris l'aide du FDVA, ne peut pas dépasser 80% du budget total du projet. Peut-être une question, Anché, est-ce que le Fonds citoyen franco-allemand est considéré comme une aide publique? Ah, c'est une bonne question. On t'entend pas, Anché. On t'entend pas. Ton micro est fermé. Ah, oui, non, mais oui. Je pourrais pas répondre comme ça. Il faudra que je leur pose la question. C'est une bonne question, ouais. On va nous la poser régulièrement, hein, de toute façon. Ouais, c'est une question qu'il faut vraiment qu'on se pose aujourd'hui parce que, en fait, il y a plusieurs questions qu'on est amené à se poser quand on fait de la subvention. Il y a les deux questions, je te les partage et comme ça, tu pourras leur poser. C'est est-ce que c'est considéré comme de l'aide publique? Pourquoi? Parce qu'en effet, quand on a des fonds complémentaires, on a souvent des seuils d'argent public et c'est souvent 80%. Et la deuxième question qui est aussi importante, c'est de bien avoir la confirmation écrite
qu'il n'y a pas de fonds européens dans la subvention du Fonds citoyen franco-allemand. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent européen. Donc je pense qu'il n'y en a pas parce qu'autrement on nous imposerait des logos, mais lorsque vous demandez de l'argent européen, Pour la deuxième question, excuse-moi, je peux te répondre tout de suite parce que j'ai eu des demandes justement pour le Fonds citoyen franco-allemand où il y avait une orientation très européenne avec d'autres pays d'Europe et où on m'a précisé que non, c'est des fonds de l'Allemagne et de la France et c'est pour ça, et il faut que le projet soit vraiment axé sur le franco-allemand. Donc Il ça, peut y avoir une touche européenne, mais la touche européenne ne doit pas être prépondérante. alors voilà, c'est ça. en fait, la question elle était un peu différente. Si on prend par exemple le congrès de Saint-Brieuc, où dans le cadre du congrès, on a eu une subvention Europe pour les citoyens. Si le Fonds citoyen avait de l'argent européen, on aurait intérêt à abandonner une des subventions. Parce que la règle européenne est la suivante. Si tu as deux subventions avec de l'argent européen, c'est pas une des deux qui dégage, c'est les deux. En fait, c'est la voilà, si tu ne dois avoir qu'un seul fonds européen. Tu ne peux pas avoir un cumul de fonds européens et la règle, c'est que si malheureusement il y a déjà du fonds européen, ce sont les deux subventions qui sont annulées. Voilà, c'est pour ça qu'on va aussi vous poser souvent la question parce que c'est une des raisons. Voilà, donc l'aide attribuée au FDVA dans le département de la Drôme, c'est entre 1000 et 10 000 euros en fonction des budgets présentés. Et je crois que c'est avec un taux d'intervention de 50%. Donc, si vous aviez un projet à 6 000 euros, vous pourriez demander 3 000 euros. Mais à vous de trouver les trois autres 1 000 euros. Si vous avez une aide de votre municipalité, elle pourra couvrir encore 30%, mais il restera 20% à votre charge dans tous les cas. Maintenant, si le fonds citoyen franco-allemand n'est pas considéré comme une aide d'État, ben peut-être que vous pourrez compléter le budget avec du fonds citoyen franco-allemand. Voilà, donc là, vous retrouvez les éléments, les conditions de la subvention et quelques précisions complémentaires. Et puis, vous avez vos contacts. Donc là, il n'y a pas trop de contraintes. Donc, c'est plutôt bien. Mais si vous voulez savoir si vous êtes bien dans les purs, profitez-en pour interroger Christian Bélisson ou Karima Chetab qui devraient pouvoir vous aider par rapport à votre document. Et puis souvent, on a des choses qui sont sympas, c'est que il y a souvent des guides qui ont été faits. C'est pour ça qu'il faut lire vraiment tout. De plus en plus, il y a des guides qui ont été faits pour faciliter le travail, qui sont plus ou moins bien faits. Bon, dans le cas là, il n'y a pas de guide. Il y a des fois des guides et qui permettent d'expliquer comment fonctionne. Il y a le guide du Contasso et puis le compte rendu attendu pour le FDVA. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc là, on a des appels nationaux et régionaux avec des dates d'échéance. J'invite les gens, je pense à la Auvergne-Rhône-Alpes, à aller à vous préparer parce que le 8 février, c'est demain quand même. Hein. Donc ça va très vite, très très vite arriver. Donc, on peut parler peut-être un peu, Raymond, de ton expérience du FDVA formation de la région, Oui. qu'on essaiera peut-être d'élargir si Ulrike est intéressé pour la Bretagne, pour l'Île-de-France. Je vois que notre ami Gérard est là aussi, peut-être aussi pour Grand Est.
Ça peut être aussi une idée. Vas-y, Oui, eh Raymond. bien, je dirais tout simplement, l'année dernière, on s'est posé la question comment financer les journées de formation, parce que le principe, c'était, on souhaitait que les journées de formation soient gratuites pour les participants, mais on avait quand même des frais, puisqu'au départ, c'était prévu que Jean-Michel se déplace au moins 3 fois. Nous avions 3 journées de formation programmées pour des entre guillemets néophytes, pour je dirais la formation de base, et plus une journée de formation qui était prévue pour des gens un peu plus confirmés, avec comme objectif que ces personnes puissent d'une part assister les organisateurs de visioconférences pour pouvoir, je dirais, être co-animateurs de visioconférences, et d'autre part pouvoir donner les journées de formation que Jean-Michel nous a données. Alors bien sûr pas à un niveau pour former des formateurs, mais pour l'initiation à tous ces outils informatiques. Voilà, donc concrètement, comment ça s'est passé? Nous avons fait la demande de subvention, donc l'année dernière, je crois que c'était à peu près pour les mêmes dates d'ailleurs, et la demande a été acceptée. Alors, les contraintes qu'on a eues cette année, c'est que les journées de formation n'ont pas pu se faire en présentiel comme elles étaient prévues. On a pu en faire une. Au départ, les dates qui avaient été prévues étaient au mois de mars et avril. Donc forcément, avec le confinement, ça n'a pas été possible. Elles ont été reportées au mois d'octobre et novembre. Mauvaise pioche. Octobre, on a pu la faire. Novembre, les journées de formation ont été annulées. Donc on les a faites en distanciel. En fait, on ne les a pas annulées, les journées de formation. On les a faites en distanciel. L'expérience que j'en ai, là, je suis en train de faire les comptes rendus. C'est pas forcément évident. Attention, je vais vous partager un écran et vous allez comprendre. Quand la partie financière, à mon avis, c'est la partie qui est la plus délicate pour une association lambda, parce qu'on fait souvent notre suivi financier, on ne le fait pas sur un plan comptable. Voilà, vous voyez le deuxième écran, c'est bon? Budget réalisé? Jean-Michel? C'est Oui. budget réalisé, Oui. charge D'accord, ok, montant, voilà. produit montant. C'est Ok, parce que d'accord. moi, Donc voilà. Ok, voilà. Donc sur là où on voit qu'il y a une difficulté, c'est que cela ne correspond pas du tout à ce qui se fait, je dirais, communément dans les associations au niveau des libellés. Si on utilise un plan comptable, on arrivera à se retrouver, parce qu'on va parler des 60, 61, etc. Et on arrivera à retrouver ce qui correspond dans une comptabilité qui utilise un plan comptable. Quand on n'utilise pas un plan comptable, j'avoue que c'est très compliqué à suivre. Donc là, je suis en train de me pencher dessus, je suis en train de voir ça avec mon trésorier, et dès l'année prochaine, au niveau de la FAP, on utilisera le plan comptable comme on le fait au niveau de la FAFA. Voilà. Je dirais que la difficulté, elle est là, parce que derrière, après, c'est un peu compliqué. Alors, la question que je me pose aujourd'hui au niveau du compte rendu, c'est est-ce que budget réalisé, c'est le budget de l'année ou est-ce que c'est le budget de l'action? J'ai tendance à penser que c'est le budget global. Oui, le global de l'année. Je pense que c'est ça, en l'occurrence. Donc, il va falloir complètement qu'on arrive à adapter ce budget-là avec notre budget qu'on a, nous, notre comptabilité que l'on a, en sachant que ça ne correspond pas du tout. On n'est pas du tout dans les mêmes cases. Voilà. Voilà, donc la difficulté est là. Donc, je vous invite le plus tôt possible, les uns et les autres, à utiliser des plans comptables. Ça va faciliter énormément les demandes de subvention. Il faut savoir que c'est le même tableau qui est utilisé, ou quasiment le même tableau qui est utilisé pour le fonds citoyen. Anche, si tu as déjà regardé, tu peux remarquer que ça se ressemble beaucoup. Voilà. Alors, Je peux poser Alors, une question. Raymond, excuse-moi de t'interrompre. oui. Parce que même dans les demandes de subventions municipales, on se heurte au même truc.
Ah bah oui, tout à Ah oui, fait. Mais c'est c'est tout, le même plan comptable. c'est le même tableau, hein, c'est le même schéma. Hein. Deux questions. Un plan comptable, ça se trouve quelque part? Ah oui, Deuxièmement, tu tapes sur Oui, Internet plan puis comptable associatif et tu l'auras. ouais. et Et puis deuxièmement, est-ce qu'on peut avoir une tu vas formation l'avoir là-dessus? dans ce que l'on est en train de proposer avec Avec AssoConnect, hein, c'est ça. AssoConnect, il est intégré. Voilà. Il est intégré, donc ça va être l'objet de notre prochain CA. Ça, hein, voilà. Donc on va vous donner la possibilité à tous d'avoir ce plan comptable qu'on a nous actuellement au niveau de la FAFA avec Caleb. Hein, voilà. Donc voilà, c'est un peu la difficulté, elle est ici. Hein. Après, le reste à remplir, c'est pas très compliqué. Alors, petite particularité pour cette année. Cette année, par exemple, nous avions prévu 1800 € plus 300 € par ailleurs. On a déjà touché 2000. Alors, c'est un peu le paradoxe. Cette année, on avait demandé 1800 €. On a touché 2100 €. Ils ont donné plus que ce qu'on avait demandé. C'est quand même assez étonnant. Mais on ne va pouvoir financer, on ne va pouvoir justifier que 675 €. Forcément, puisqu'il n'y a eu qu'un voyage sur 3 qui a été fait. Et j'ai eu tout à l'heure la responsable de tout ce qui est FDVA au niveau de la région qui nous a dit, si vous avez déjà fait les journées de formation, vous serez sûrement l'une des rares associations à avoir fait tout ce que vous aviez annoncé que vous alliez faire. Donc, il n'y aura pas de problème, ce sera cadeau. Voilà, je dis textuellement ce qu'on m'a dit. Donc, cette année, ça va être un peu particulier. C'est pas dit que l'année prochaine, ce soit la même chose. Attention. Voilà. Parce sur le principe, si vous n'avez pas utilisé 2100 €, vous devez rendre la différence. Donc, il faut pouvoir justifier tout l'argent qui a été avancé. Il faut qu'on puisse l'engager de l'autre côté. Il faut le justifier. Donc, c'est quelque chose auquel il faut penser du départ. C'est dès qu'on lance l'action, bien se dire, ces frais-là, est-ce que ça peut rentrer dans le cadre ou pas? Oui, je le mets et je le mets bien de côté et je le note de façon à pouvoir le retrouver au moment de remplir les tableaux de compte rendu. Voilà. Voilà un petit peu l'expérience que l'on a. Ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les interlocuteurs que j'ai eus, tous, quels qu'ils soient, sont très professionnels et très agréables. Voilà. Ça a été, ils nous amènent un vrai soutien quand on arrive à les avoir. C'est pas forcément facile actuellement parce qu'ils sont tous en télétravail. Donc, D'abord, c'est souvent le cas que les gens qui nous accompagnent sont plutôt très agréables. Clairement, prenez l'habitude, en effet, de vous appuyer sur un plan comptable, hein, les comptes de classe 6, les comptes de classe 7. Depuis 2020, alors nous, on n'est pas obligatoirement concernés parce qu'on n'est si, mais pas on l'a pris quand même. Hein. on n'est pas des très, très grosses associations, mais il y a le plan comptable associatif 2020 qui est opérationnel. En fait, par rapport à un plan comptable standard, c'est souvent des comptes de classe 8 qui est le bénévolat qui est implémenté en plus par rapport à ce qu'on pourrait trouver dans l'entreprise. Mais le plan comptable est quelque chose de standardisé. C'est-à-dire que si vous avez dans vos adhérents quelqu'un qui a fait des études de comptabilité, même s'il n'est pas comptable, des comptes de classe 6, des comptes de classe 7, des comptes de classe 4, c'est des choses qui sont parlants. Après, dès qu'on commence à vouloir affiner dans des achats pour le répartir dans le bon compte, euh, si on n'est pas vraiment dedans, c'est quelquefois plus compliqué. Mais Bon, mais quelquefois, ils utilisent que des comptes généraux. Donc voilà, après, on peut remettre. Si on prend achat, par exemple, là-dessus, on a achat matière première, autres fournitures. Donc c'est quand oui, même oui, très oui. vaste. Hein, il parle que du compte classe 6, c'est 60. Il y a 61. Alors, il faut Ouais, c'est savoir que ça. le 61, il va se répartir en 611, 612, 613, 614. Donc, il ne rentre pas dans ce détail-là. Service extérieur, c'est tout ce qui vient de l'extérieur. Les achats, ben, c'est les achats. Voilà, donc assez facile quand même à retrouver et à mettre dans la bonne case, surtout si du départ ça a été fait comme il faut au niveau comptabilité. Donc voilà, donc généralement c'est plutôt facile de l'appliquer, hein. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Non. Alors, voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que nous allons renouveler la demande pour 2021, de nouveau pour les formations, et peut-être également pour le fonctionnement, surtout puisque maintenant sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons à la fois une jeune volontaire franco-allemande et la référente Fonds citoyen, puisqu'on héberge ces deux postes. C'est des postes qui quand même génèrent quelques frais, et on va essayer de demander également une subvention de fonctionnement pour cette partie-là. Pour les Hauts-de-France, j'ai entendu que dans les 4 projets qui ont été déposés par les adhérents de l'URAFA Hauts-de-France, il y a un projet de fonctionnement et on a attribué 500 €, mais je ne sais pas pour quoi exactement. Mais ça montre que ça marche. Oui, justement, non, c'est pour ça que c'est important c'est toujours important de bien demander, à avoir des subventions, mais il faut avoir des projets. Je vous montre rapidement ce que j'ai retrouvé en faisant plan comptable associatif. Je vous partage le plan comptable. Voilà, c'est le plan comptable détaillé. Vous retrouvez, comme le disait Raymond, voilà, les différents comptes et sous-comptes, fonds associatifs et réserves, les comptes de classe 1, comptes de capitaux, les comptes de résultats, le projet associatif et fonds dédiés. Donc là, on a ça, c'est le plan comptable associatif. Alors, pour des gens qui font de la compta, généralement, c'est un plan comptable. Il n'y a pas de... Ils ont rajouté des choses en plus qui tiennent compte des spécificités. Oui, ça prend tous les items des plans comptables Et ça de prend tous façon les items des plans mais comptables. avec des C'est-à-dire, spécifications associatives, c'est tout. voilà, c'est-à-dire que... Ils ont rajouté, par exemple, 401, 41, ça existe, 411, ça existe peut-être pas sur le plan comptable général. Voilà. 411, usagers, Pas le organismes bon de prise exemple en en charge. l'occurrence, mais voilà, 4091 fournisseurs avance, peut-être qu'il n'existe pas aussi précis. Ça peut même aller beaucoup plus loin. Voilà. Les comptes de classe 5. Alors, je sais que dans les choses, voilà, dans le compte de classe 6, c'est tout ce qui est achat. On retrouve les services extérieurs, les autres services extérieurs, les fournitures non stockables, les fournitures d'entretien. Enfin, on retrouve bien les éléments du plan comptable et dans les choses qui sont vraiment un peu dédiées. Si on va dans la classe 5, il y a cotisation. C'est classe 5 ou classe 7 756 peut-être, je crois, oui. 756. Autre produit. Ouais. 756 cotisations, on trouve... Autre produit de la gestion courante. Voilà. Et donc, il y a 756 qui est cotisation. Voilà. Et ça, on ne le trouvera pas dans un plan comptable général. Voilà, La plupart des éléments du fonds associatif virent au compte de résultats. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment des... Code part de subventions d'investissement renouvelable virées au compte de résultats, c'est vraiment des libellés propres associatifs. Et dans les comptes de classe 8, sauf erreur de ma part, on a les bénévolats. On a le bénévolat. Voilà. Oui. On a personnel bénévole, répartition en nature, 870. Je vous rappelle que quelquefois, dans des demandes de subvention, on vous demande des contreparties et que si vous avez mis dans vos bilans le bénévolat, ça rentre quand même... alors, ça augmente artificiellement vos comptes de résultats, sauf que vous y retrouvez en finale. Oui, alors, je prends l'exemple pour le compte rendu que je suis en train de faire. On m'a dit, mais quand vous avez formé tous les gens pour qu'ils puissent se mettre en visio, vous pouvez le rajouter. Ce n'était pas prévu, mais rajoutez-le en bénévolat. Donc, c'est même eux qui me disent, mais rajoutez, quantifiez ce bénévolat et mettez-le en plus de ce que vous avez noté.
Il faut peut-être rajouter pour donner le cadre du financement que l'heure du bénévolat se calcule généralement à l'heure du SMIC. Oui. C'est pas une obligation, hein, mais Alors, en cas de contrôle, c'est souvent mieux. c'est souvent mieux, c'est plus simple. La règle, en fait, qu'on trouve aussi dans des fonds sociaux européens, c'est normalement, tu devrais prendre le salaire de quelqu'un qui ferait l'équivalent. Si tu veux pas t'embêter, tu prends le SMIC, si bien qu'en cas de contrôle, tu n'auras aucun souci, on ne viendra pas te dire mais vous êtes vraiment certain que vous l'avez mis au bon prix. Mais tu pourrais, si tu arrivais à prouver que, je ne sais pas, tu as eu comme bénévole un cuisinier expérimenté et que quand il travaille, il gagne, je ne sais pas moi, 1 800 € par mois, tu pourrais prendre cette base de calcul de son coût bénévolat. Parce que tu peux prouver que un cuisinier du niveau dont tu avais besoin dans le bénévolat, ça coûterait, tu le paierais 1 800 € par mois. Généralement, le bénévolat, tu le paierais, mais je ne sais pas si on ne prend pas le même le surchargé, mais au moins 1 800 €. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. Probablement, il faut que nous, on s'interroge dans nos structures, nos associations, nos unions régionales, à mieux valoriser le bénévolat, parce que je crois que sur le congrès, on a dû le valoriser à 40 000 €. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que Raymond, Oui, c'est ça. et peut-être toi, Barbara, tu seras d'accord. Je pense qu'on sera largement, Ah bah, nettement au-dessus, on l'est Ah déjà. oui, oui, nettement dessus. oui, On oui, est oui, nettement au-dessus, oui. nettement. Parce qu'on aura mis 2 ans et demi pour sortir le congrès, alors que normalement, c'est 1 an et demi, mais parce que Monsieur Covid, il a décidé autrement, mais autrement, voilà. Mais il n'empêche que on a beaucoup de bénévoles qui nous rejoignent, on a beaucoup de gens qui s'investissent en France, en Bretagne, en Allemagne, enfin partout, et que si on le calcule au coût du bénévolat, même au SMIC, à mon idée, on sera à plus de 40 000 €. Voilà. Euh, donc le FDA formation, hormis Raymond, est-ce que d'autres personnes en ont déposé? Est-ce que vous imaginez d'en déposer? Donc nous, pour les unions régionales, probablement, on va voir pour essayer d'en déposer. C'est vrai que je sais que Ulrike fait souvent des formations, donc ça mériterait en effet de... Les formations et le fonctionnement, hein. Et le fonctionnement. Alors le fonctionnement, le problème du fonctionnement, c'est que c'est vraiment lié à la note d'orientation de la région et du département. La formation, c'est un peu moins lié au département, c'est plus générique. Mais je pensais entre autres le service civique Saint-Brieuc va commencer, enfin c'est pas Saint-Brieuc, c'est le congrès en l'occurrence, mais c'est Ah oui, porté par Saint-Brieuc, on devrait pouvoir le faire passer dedans. ah oui, on doit le débonzer, oui, oui pour Lara. Parce que mine de rien, un service civique, ça coûte quand même quelque chose. Oui, ça vaut la peine de toute façon de le déposer. Et pareil pour le volontariat franco-allemand. Au passage, je vous signale que normalement, 9 février, il y aura une formation sur le... Oui, c'est ça, c'est 9 février. Il y aura une formation sur le volontariat franco-allemand. D'accord. Ah oui, dans les mardis de la FAFA. Dans le cadre des mardis de la FAFA. Très bien. Donc voilà. Donc la deuxième subvention, on l'a un tout petit peu regardée. C'est en effet un axe sur lequel je vous invite à davantage creuser. Alors même si c'est limité à 50% de prise en charge, 50%, c'est toujours 50%. C'est le fonds de développement de la vie associative qui finance soit du fonctionnement, soit les projets innovants des associations. Alors, vous regarderez les critères, hein, parce que généralement, dans le fonctionnement, ils veulent qu'on ait une certaine dynamique, que ça soit ouvert, que ça soit très communicant vis-à-vis des associations.
l'exemple qu'évoquait Raymond par rapport à l'arrivée de Lara à Saint-Brieuc, on rentre bien là-dedans. Lara va un peu aller vers les autres jumelages de Bretagne, elle va inviter des partenaires au congrès. Donc on va vraiment avoir une ouverture et une communication qui est en adéquation avec les attendus. On va essayer de faire venir des gens, entre guillemets, dits prioritaires. Voilà. Donc c'est vraiment important de regarder. Alors, le financement s'adresse essentiellement aux petites et moyennes associations, et y compris les associations sportives. Donc c'est toujours bien quand ça s'adresse à plus de monde, et c'est moins bien aussi, parce qu'en fait, l'enveloppe n'est pas si élevée que ça, et plus il y a de gens qui viennent sur l'enveloppe, moins on a des chances de l'obtenir. Et quand on l'obtient pas tout à fait à ce qu'on attend. Donc les meilleurs dossiers, là aussi, seront retenus. Alors, de façon très paradoxale... Pour exemple, la commune d'Albertville a envoyé à toutes les associations d'Albertville, sans exception, l'information comme quoi il y a le fonds de développement de la vie associative qui existait, et qui propose même un accompagnement pour créer les dossiers. Donc ça veut dire que si toutes les communes font pareil, le gâteau il va être divisé en multiples parts. Donc voilà, donc c'est un petit peu... il faut savoir que aujourd'hui, souvent, les municipalités ont diminué un petit peu leurs subventions vis-à-vis des associations, et que donc beaucoup d'associations se sont retournées vers d'autres guichets, mais on n'a pas augmenté les budgets des autres guichets. Et 2020 est une année 2021 est une année particulière, mais on va quand même payer le fait qu'en 2020, on n'a pas fait de marché de Noël, on n'a pas fait pour certains d'entre vous des brocantes, on n'a pas fait des lotos, on n'a pas fait des manifestations qui permettaient d'obtenir des financements. Et néanmoins, on a des frais courants qui continuent à exister. Donc, c'est sûr que des gens se retourneront vers le Fonds de développement de la vie associative pour essayer de trouver des financements complémentaires. Donc, un aspect qui est important aussi, c'est seront mis en priorité les associations qui n'ont pas de salariés. Alors, un volontaire, un référent n'est pas considéré comme salarié, donc là, il n'y a pas de souci, mais de toute manière, il faut au minimum, maximum 2 salariés. Hein, au-delà, ça ne passe pas. Mais bon, nous, en tant que jumelage, ça nous concerne assez peu, cette directive. La deuxième chose, c'est que souvent, ils vont privilégier des gens qui n'ont jamais eu de financement précédemment. Donc, si ils ont trop de dossiers, ils prioriseront plutôt des gens qui répondent bien aux critères. La critère de c'est ouvert à tout le monde, ça permet de promouvoir des choses, ça rentre dans la dynamique. C'est quand même la philosophie même du projet. Les projets innovants, je pense qu'on peut encore passer de la numérisation et le fait d'accompagner encore ses adhérents sur de l'installation numérique. À terme, ça ne sera plus des choses innovantes, hein. Ça l'est encore. Les formations numériques, c'est un peu différent. On en fera encore quelques années parce qu'on a beaucoup de retard, mais équiper son association en numérique, ça va encore passer, je pense, en 2021, peut-être 2022. À un moment, ça sera moins vrai. Ça sera moins vrai. Mais pourtant, c'est bien utile de s'équiper avec du matériel numérique si on veut faire de la visio de très bonne qualité. On sera sûrement amené à faire des formations également sur la comptabilité d'une association. Avec les plans comptables. On va sûrement être obligé de faire des formations là-dessus, mais avec des professionnels ou des gens compétents pour le faire. Oui, bonne idée.
Et de toute façon, on est obligé de continuer à tous se professionnaliser. Voilà, que ça soit donc dans les mardis de la FAFA, Raymond vous a annoncé la formation sur le volontaire franco-allemand. Je peux vous annoncer que on est en train de travailler sur une information sur le droit à l'image, parce que c'est le petit problème qu'on rencontre tous, hein. Est-ce que j'ai le droit ou pas de prendre une photo? Comment je fais? Donc, Théo, qui est un des bénévoles qui travaille avec nous, devrait pouvoir vous proposer quelque chose normalement le 9 mars. Et vous aurez aussi très prochainement une formation par Pauline sur le RGPD. Voilà, parce que ça fait partie des deux choses, règlement général pour la protection des données. Ce sera un complément du mardi de la FAFA qu'on a déjà fait sur ce sujet, mais là, ça sera une mise en application. Voilà. Et Pauline est en charge de ça dans sa structure, donc c'est quelqu'un qui vit ça au quotidien. Alors, pour le FDVA, projet innovant et fonctionnement, là aussi, vous avez des dates par département et par région. Alors, comme ils étaient gentils avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, le, pour le FDVA départemental, ça reste au 8 février. Donc, pour Gisèle, si vous voulez y aller, ça sera le 8 février. Mais si Raymond décide de le déposer au niveau de la région, tu as une semaine de plus, ça sera le 15 février. Voilà, c'est un peu étonnant. Ils ont décalé. Pour les autres régions, ils ont mis les mêmes dates pour le régional et pour le départemental. Et pour Bretagne, Grand Est, Île-de-France, par rapport aux gens que je vois présents ce soir, il n'y a pas encore de date d'annoncer. Voilà, on n'a pas encore la date, donc ça veut dire que le jour où ça tombera, on aura certainement au minimum 4 semaines, voire peut-être un peu plus, donc ça devrait tomber sur le courant du mois de mars. Mais on peut commencer à y travailler, c'est-à-dire que pour les unions régionales, moi je pense qu'on va travailler un peu avec Raymond là-dessus, et puis après on pourra aussi s'appuyer sur ce document pour faire des projets pour les autres unions régionales. Voilà. Je ne sais pas si ça peut intéresser Ulrike pour la Bretagne de faire un peu un FDVA sur la formation. Ah oui, oui, tout à fait. Mais on en parlera peut-être en particulier parce que Oui, bien sûr. pour la formation, il faut des formateurs. Et je pense qu'il y a un besoin de formation certainement de façon permanente. Hein, et qu'il faut écouter avec attention ce que disait Raymond, avec des formations de base et des formations avancées, quoi. Oui. Parce qu'on en a déjà fait, si tu veux, mais c'est pas parce qu'on a déjà fait que tout le monde est formé. Là. Ah non, mais on va reconduire. On va reconduire des formations numériques de base. On devrait des formations numériques avancées parce que maintenant il faut qu'on arrive là. Et puis, et moi je pense qu'il faut qu'on couvre d'autres champs, hein, même l'animation de réunion, même enfin, on a d'autres champs qu'il faudrait qu'on aborde. Oui. Aujourd'hui, on gère une association comme on gère quelque part une petite entreprise, hein. Donc, ça serait bien de compléter avec des formations un peu plus larges. Oui. Voilà. Je ne sais pas, Gérard, pour chez toi. Oui, bah, moi je pense que de toute façon, on va revoir chez nous dans le Grand Est ce qu'on va pouvoir prendre comme initiative suite aux conditions sanitaires de fonctionnement actuellement. C'est d'abord un peu le sujet dominant. Ok. De toute façon, vous, pour l'instant, vous êtes encore plus en confinement que beaucoup d'entre nous.
bon, avant qu'on se rejoigne tous à être en confinement à 18h, enfin d'être en couvre-feu à 18h. Ok, donc voilà, donc vous avez les dates, on essaiera de vous informer régulièrement des dates, mais je pense qu'il est important que vous regardiez alors, régulièrement les, les- les dates de votre région et vraiment de lire les instructions attendues, hein. Moi, j'ai fait l'exercice l'année dernière en Île-de-France et vraiment, en fonction des départements, les objectifs étaient différents. Donc, le préfet peut avoir des objectifs et des souhaits différents. Enfin, deux préfets peuvent avoir des objectifs et des souhaits différents. Donc, c'est vraiment, vraiment important de faire ça. Pour le reste, on va aller très vite. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens déjà parmi vous qui ont déposé du FDVA, fonctionnement et projets innovants? Non? Donc, Moi, j'en avais posé un il y a 2 ans en arrière, mais qui n'avait pas été accepté. Mais bon, je pense que c'était qu'il y avait beaucoup trop de dossiers. d'accord. Oui, dans les Hauts-de-France, il y en avait 4 sur les 30 adhérents à peu près qui ont déposé un dossier. Ou plutôt 3, mais il y a un adhérent qui a déjà déposé 2 dossiers innovation et qui 2 fois a eu la subvention. Voilà. Bon, juste un petit rappel, mais là, on va aller très très vite parce qu'on l'avait davantage évoqué dans le mardi de la FAFA qu'on avait fait au mois de mai. Euh, il faut que vous ayez votre compte ASSO pour pouvoir déposer les demandes de subvention. Donc, pour pouvoir le faire, il faut que vous ayez votre code ERENA. J'espère que vous l'avez tous au moins sous le coude. Qu'il faut que vous ayez un numéro de SIRET valide. Il faut que vous assuriez que vos informations déclarées au greffe des associations sont en effet un jour. Et puis on disait tout à l'heure, il faut que votre RIB ait bien les mêmes adresses partout. C'est en effet une des obligations peu connues du monde associatif. Voilà. Après, si vous avez un interlocuteur qui est sympa, il va vous dire qu'il y a un problème. Il y a un problème, nous, c'est ce qui s'est passé. On a le compte bancaire avec comme adresse l'adresse du trésorier. Et ça ne marche pas. Bon, c'est aussi quelque chose d'assez classique, hein, malheureusement. Voilà, bon, clairement, toujours, mais cette, cette proposition est une réalité pour toute demande de subvention. Toujours déposer les dossiers bien avant la date limite. C'est vite plein d'ennuis. Voilà. Bon, le compte ASSO, on l'avait donc vous connecté, Raymond nous avait fait une démo la dernière fois. Et puis après, c'était un petit rappel, le rappel de la note, etc. Les notes qu'il faut relire, évidemment, parce que c'est important de toujours s'appuyer sur le texte. Alors, ce que moi j'appellerais le texte fondateur, mais c'est le texte de l'appel à projet. Voilà, vous avez un certain nombre de pièces à joindre. Le projet associatif. Alors, pour certains d'entre vous, il n'y a pas de projet associatif. Dans ce cas-là, il est quand même préférable de l'écrire. Pour beaucoup d'entre vous, il y en a, mais les gens, ils ont quand même besoin de lire que votre projet associatif, il prévoit bien de la formation. Donc ça, c'est quand même important. Voilà, et puis ensuite, vous aviez le formulaire avec la demande de subvention. Et puis, si vous avez des questions, on vous invite à écrire sur notre adresse, l'adresse président@fafa pour l'Europe, ou de téléphoner au 06 43 37 05 79. Barbara se fera un plaisir soit de vous aider, soit de vous réorienter en fonction des thèmes vers des gens de notre fédération qui pourraient vous aider.
Voilà. Et généralement, quand je ne reçois un mail par quelqu'un que je ne connais pas encore, je vous demande votre numéro de téléphone et je vous passe un coup de téléphone pour qu'on fasse un peu connaissance et que vous me décriviez un peu ce que vous souhaiteriez faire ou savoir. Voilà. Donc, en effet, on peut vous aider si vous le souhaitez, mais pour que on puisse vous aider, il est impératif que vous nous donniez un peu d'infos. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je coupe la vidéo et donc la parole est à vous si vous avez des questions. Oui, alors en effet, Ulrich me rappelle que la semaine prochaine, enfin le prochain mardi de la FAFA, nous aurons dans le cadre des mardis de la FAFA une conférence de Richard Stock. Ulrich, je te laisse en parler. Ça sera le 26 janvier à 20 heures. Et pour répondre à ta question, ça sera en effet avec le même lien que ce soir. D'accord, ok, parce que c'est juste pour terminer ma newsletter. Donc, le thème que propose Richard Stock pour cette réunion le 26 janvier, donc c'est dans le cadre des mardis de la FAFA, effectivement, c'est les nouveaux enjeux de la relation franco-allemande. Alors, bon, évidemment, pour les modalités, je pense que je te laisse voir ça avec Richard. Est-ce qu'il suffit qu'il se branche sur la réunion? Tout simplement. D'accord. Il suffira qu'il se branche sur la réunion et normalement, nous diffuserons simultanément la réunion sur la page Facebook de la FAFA. D'accord. Alors, je t'avais annoncé 2 conférences, donc une pour le 22. Oui, Et je te confirme, comme c'est une universitaire et que le partenaire, c'est aussi l'Université catholique de Eichstätt, où les règles sont encore plus strictes, il n'est pas question d'enregistrer. Donc, on va tout juste diffuser le lien pour les gens qui veulent aller en streaming, quoi. Bah, si tu es en streaming, tu enregistres. Oui, non, non, pas en mais alors, streaming. qui veulent aller en direct, hein, qui veulent D'accord. écouter en live, je voulais dire, pardon. Dans ce cas-là, on J'aime va pas le franglais, qu'est-ce que tu veux? dans ce cas-là, Ulrike, nous prendrons leur lien. Parce que ça ne sert Ouais, à rien qu'on prenne le nôtre. ouais. Si Alors, j'ai effectivement le lien que je viens d'avoir aujourd'hui, donc je vais te le transmettre, hein. J'attendais juste la confirmation pour le lien ce soir et à ce moment-là, je peux lancer la newsletter demain et je vous mettrai évidemment en copie. Voilà, et nous, on est en train de préparer avec le pôle communication de la FAFA toute une communication autour des événements réalisés autour du 22 janvier. Oui, alors j'ai mis dans la newsletter aussi, Barbara, ce que tu nous avais proposé là, enfin transféré Ah, au le FCCRE. atelier théâtre. Ah, ok. Hein. C'est Donc, il y a CRE, et 3 puis choses là qui me La semblent FCCRE, oui. voilà, donc il y aura la vous verrez. présentation de chez Raymond aussi. Enfin, tout. On va essayer de mettre les différentes manifestations qu'on a identifiées. On fera a priori une page dédiée sur notre site internet. D'accord. Parfait. Voilà. Parce que... Donc ça partira Oui. de Très bien. Pour le jumelage de Bouchet, à savoir le 22 janvier à 18h30, on fait une réunion de tous les jumelages de la région Auvergne-Rhône-Alpes. très bien. Ah, le 22 janvier, à quelle heure? À 18h30. D'accord. Vous avez dû recevoir normalement la lettre, hein, j'ai regardé, vous êtes dans les Oui, destinataires. alors. Ah, d'accord. D'accord. Donc, on a le lien. Oui, on a tout. Ouais. Bon, mais très bien. Merci. Oui. Voilà. D'accord. Très bien. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc dans le cadre de la conférence de Richard, ça sera quant à elle enregistré et rediffusé en direct aussi sur la page Facebook de la FAFA pour l'Europe. Voilà, donc il y aura soit le lien Zoom, soit la page Facebook. Voilà, ce sera les deux médias de diffusion. D'accord.
Très bien. Et par après, vous pouvez toujours voir ce que nous organisons sur notre canal YouTube. Et je vous invite aussi à revisiter notre site de la FAFA, fafapôleeurope.fr, où on commence à remettre de plus en plus des informations au-delà de la page Facebook et au-delà de LinkedIn. Là aussi, on vous diffusera dans quelques temps tous les différents médias sur lesquels vous pouvez retrouver de l'information de la FAFA pour l'Europe, des informations sur notre 65e congrès de Saint-Brieuc, qui aura lieu du 14 au 17 octobre 2021. Voilà, donc on va vous préparer aussi un document qui vous redonnera une synthèse de où nous trouver et comment nous partager de l'information. Voilà. D'accord. Très bien. Bien. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup aux gens présents. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. On se retrouve dans 15 jours pour le mardi de la FAFA avec notre ami Richard Stock. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. Et donc, à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.